Les lustres de la place étaient éblouissants, mais pas autant que le sourire de ma mère devant le photographe de mode et élégance. Nous étions alignés pour le jubilé des 80 ans de Mamie Catherine. Puis ma mère s'est avancée. Sa voix, une lame enveloppée de soie. « Lise, ma chérie, peux-tu sortir du cadre? Il faut que ça fasse rêver. Tiens plutôt le sac d'Isabelle. » Ma sœur a esquissé un sourire en coin. Je n'ai pas protesté. J'ai pris le sac et je me suis glissée dans l'ombre. J'ai consulté mon téléphone. Une seule notification illuminait l'écran. Transaction effectuée. 32 millions d'euros. Pantous dans l'immeuble juste à côté. Je les ai regardés prendre la pause. Ils n'avaient aucune idée que je venais d'acheter l'horizon qu'ils tentaient d'impressionner. Je suis sortie du cadre, mais je ne suis pas sortie du bâtiment. Je m'appelle Lise, 29 ans. Avant de vous dire qui possédait réellement la salle ce soir-là, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été l'invisible de votre propre famille? J'aimerais lire votre histoire. Je ne suis pas partie en claquant la porte. Claquer la porte suppose de l'émotion. Et j'en avais fini avec l'émotion. Je me suis dirigée vers le vestiaire avec ce calme qui pousse les gens à s'écarter. Un serveur passait avec un plateau de flûte vide. Je l'ai arrêté. Tenez. J'ai posé la pochette à paillettes d'Isabelle sur son plateau. Pour vous. Il a cligné des yeux, perplexe. Mais je traversais déjà les portes tambours, vers la nuit fraîche de Paris. L'air avait un goût d'essence et d'argent. La plupart auraient pris un taxi vers un petit appartement triste en banlieue pour pleurer devant un pot de glace. Ma famille était convaincue que je rentrais dans une colocation sans ascenseur à Saint-Denis, où je réparais soi-disant des ordinateurs portables. J'ai tourné à droite. J'ai marché exactement 15 mètres jusqu'à l'entrée en pierre claire de la tour voisine. Le portier, Henri, ne m'a pas demandé ma pièce d'identité. Il a simplement incliné la tête. « Bonsoir, mademoiselle Lise. Bon retour chez vous. » Je suis entrée dans l'ascenseur privé. Aucun bouton, seulement un lecteur biométrique. J'ai posé mon pouce sur le verre. Lumière verte. Les portes se sont refermées, coupant le bruit de l'avenue des Champs-Élysées. À mesure que la cabine montait, mes oreilles se sont bouchées. La sensation physique de quitter leur monde pour entrer dans le mien. Pour eux, j'étais l'échec familial, l'artiste décrocheuse qui bricolait des ordinateurs, faute de supporter la pression du vrai monde. Ils ignoraient que pendant qu'ils mettaient en scène leurs photos sur les réseaux sociaux, je construisais l'architecture du futur. Je ne réparais pas d'ordinateur. J'étais la fondatrice et présidente-directrice générale d'Ether Intelligence, la licorne française de l'apprentissage automatique qui avait discrètement révolutionné l'analyse prédictive 3 ans plus tôt. L'ascenseur s'est ouvert directement sur le hall. Bail vitré du sol au plafond. La ville s'étalait sous moi comme un circuit électronique. Le silence. C'est la première chose que j'ai achetée avec mes 10 premiers millions. Un silence absolu, inaccessible. J'ai retiré mes talons et marché pieds nus sur le marbre chauffant jusqu'au bar. Je me suis servi un verre d'eau pétillante. Ma main était stable. De là, je voyais les fenêtres de la salle de réception. Il posait sûrement encore, affichant ce sourire crispé et désespéré de ceux qui vivent à crédit. Mon père, Daniel, adorait parler d'héritage. Pourtant son entreprise de bâtiment perdait de l'argent depuis 10 ans. Il survivait grâce à des prêts qu'il croyait accordés par un conglomérat anonyme. Il se trompait. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai ignoré leurs appels manqués et composé un numéro enregistré sous le simple nom « Conseil ». David, mon avocat. Pas mon père. Il a répondu dès la première sonnerie. C'est fait, ai-je dit. Ma voix résonnait étrangement dans la pièce vide. Clinique. Êtes-vous certaine? Une fois lancé, il n'y aura pas de retour. Les avis de saisie seront automatisés. Ils recevront l'alerte numérique demain à 9 heures. J'ai bu une gorgée d'eau. J'ai regardé la salle de réception. J'ai imaginé ma mère demandant qu'on me coupe de la photo. J'ai imaginé Isabelle rire, persuadée d'être le centre du monde parce qu'elle tenait un sac que j'étais censé porter. Exécuter l'option sur la dette du domaine de Neuilly. Rappelez tout. Ce soir. Bien. Lancement immédiat. J'ai raccroché. Je ne ressentais pas de joie. La joie est douce et tiède. C'était plus froid. La satisfaction d'une équation qui retombe enfin à zéro. Je n'étais pas technicienne informatique. J'étais la banque. Et la banque exigeait le remboursement. Assise dans le silence de mon Pantouze, j'ai laissé les souvenirs défiler. Non pas en victime, mais en analyste examinant un fichier corrompu pour comprendre pourquoi je venais d'exiger plusieurs millions d'euros à mes propres parents.
Il faut comprendre l'économie de mon enfance. Un marché truqué dès le départ. Ma sœur Isabelle était le produit. Mes parents, les investisseurs. Moi, la charge qu'on cherchait à réduire. Quand Isabelle a eu 14 ans, ils l'ont envoyée en pension en Suisse. 85 000 € par an. Un investissement pour son réseau international. La même année, j'ai demandé une formation intensive en programmation à 500 €. Ma mère a ri. Les mathématiques, disait-elle, n'ouvrent pas de porte mondaine. Je devais être réaliste quant à ma valeur sociale. Pour ses 19 ans, Isabelle a reçu un Porsche Cayenne avec un nœud rouge gigantesque sur le capot. Elle n'avait même pas le permis. L'important, c'était l'image. Le regard des voisins. Moi, j'ai hérité de l'ancien ordinateur portable de mon père. Une brique lourde, brûlante, dont le ventilateur hurlait comme un réacteur à l'agonie. Il l'a jeté sur mon lit en me disant d'être reconnaissante d'avoir accès à la technologie. Mais cet ordinateur portable fut l'erreur qui leur a tout coûté. Je ne l'ai pas utilisé pour faire mes devoirs. Je l'ai utilisé pour disparaître pendant des années. Je les ai analysés. J'ai cessé de me demander pourquoi ils ne m'aimaient pas. J'ai commencé à me demander comment leur système fonctionnait. C'était clinique. Dans les familles narcissiques, les rôles sont distribués comme dans une pièce de théâtre. Isabelle était l'enfant doré. Leur ego extérieur. L'objet brillant qu'ils pouvaient exhiber en disant « Regardez ce que nous avons créé ». Moi, j'étais le bouc émissaire. La poubelle de leurs insécurités. Ils ne me détestaient pas. Ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin de quelqu'un d'inférieur pour se sentir supérieur. Si j'étais l'échec artistique et maladroit, alors leur négligence devenait logique. Une équation simple et brutale. Ils pensaient qu'en m'ignorant, ils m'effaçaient. Ils se trompaient. Ils m'offraient la plus grande formation de ma vie. L'invisibilité est un super pouvoir. Quand on est invisible, on observe. Pendant qu'ils se noyaient dans les miroirs et les autoportraits numériques, moi, j'étudiais le monde. J'ai appris à lire les micro-expressions. À prévoir les comportements dictés par la vanité et l'insécurité. J'ai compris que le comportement humain, même toxique, obéit à des schémas. Et qu'un schéma peut se coder. Sur cet ordinateur surchauffé, dans l'obscurité, pendant qu'ils recevaient leurs invités à l'étage inférieur, je me suis formé seul au langage Python. J'ai créé mon premier modèle prédictif à partir des habitudes de dépenses de ma mère. Les données ne mentent pas. Même quand les gens mentent. Le silence n'était pas ma prison. C'était mon laboratoire. Eux voyaient une ratée qui réparait des ordinateurs. Moi, je voyais des ensembles de données. Je n'ai pas fondé Ether Intelligence pour devenir riche. Je l'ai fait pour prouver que je voyais ce que les autres ignoraient. Mon algorithme, l'observateur, est devenu la référence en analyse prédictive parce qu'il comprenait l'irrationalité humaine. Il était bâti sur le code source de mon propre traumatisme. Il dépensait 5 000 € par mois pour les conseiller en images d'Isabelle, tentant de fabriquer une étoile. Ils ignoraient que, dans la chambre voisine, la fille au pull de friperie construisait un soleil qui finirait par tous les brûler. Ils m'ont donné leurs déchets. J'en ai fait une arme. Et ce soir-là, l'arme était pleinement opérationnelle. Je me suis réveillée à 6 heures le lendemain, non pas à cause d'un réveil, mais grâce à la lumière naturelle envahissant la suite principale. Le silence était intact. Mais l'écran de mon téléphone ressemblait à un champ de bataille. Ma mère avait laissé sept messages vocaux entre minuit et 3 heures. Je ne les ai pas écoutés avec crainte. Je les ai analysés comme un auditeur examine un rapport de conformité défaillant. Lise, tu as des explications à donner. Sa voix crépitait, tendue de colère contenue. Les Dubois ont demandé où tu étais passé. Tu nous as humiliés en partant avant le gâteau. On aurait dit une crise de caprice. Tu es égoïste. Égoïste. Leur mot favori. Leur arme dès que je cessais d'être pratique. Puis j'ai consulté le compte d'Isabelle sur Instaphoto. Elle avait publié une story à 2 heures du matin, écran noir, texte blanc. La mise en scène universelle de l'effondrement calculé. Certaines personnes ne soutiendront jamais vos rêves parce qu'elles sont trop amères face à leurs propres échecs. Couper les membres toxiques de sa famille, c'est prendre soin de soi. Un cœur brisé accompagnait le message. J'ai vérifié les statistiques de mon propre compte. Aucune réaction. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas répondu pour me défendre. À 9 heures précises, un courriel de confirmation est arrivé. Avis de saisie généré. Envoi recommandé déclenché. Le compte à rebours venait de commencer. Il l'ignorait encore. Il s'inquiétait toujours de l'image sociale de mon départ anticipé.
sans savoir que le toit au-dessus de leur tête était devenu une bombe à retardement. À 10 heures, mon père a écrit. Nous t'attendons au déjeuner dominical pour présenter tes excuses à ta sœur et à ta grand-mère. N'aggrave pas la situation. Excuse-toi. Il voulait que je revienne sur les lieux et que je supplie pour avoir été la victime. Leur attachement à l'illusion était presque admirable. J'ai rédigé ma réponse avec soin. Elle devait paraître soumise. Mais être en réalité une convocation. Je suis d'accord. Nous devons parler. Mais je ne peux pas déjeuner. Mon agenda est chargé. Venez à mon bureau demain à midi. Nous réglerons tout sur place. J'ai envoyé l'adresse. La réponse fut immédiate. Très bien, a écrit mon père. Mais nous ne resterons pas longtemps. Nous avons une visite au cercle privé. Il pensait venir dans un box étroit d'un espace partagé en banlieue. Il m'imaginait sur une chaise bancale, entourée de câbles, quémandant leur approbation. Ils croyaient venir gronder une enfant capricieuse. Ils ignoraient qu'ils entraient dans l'antre du lion. L'adresse que j'avais envoyée n'était pas un espace partagé. C'était la tour éthère. Et je ne les attendrais pas dans le hall. Je serais assise en bout de table. J'ai posé mon téléphone sur l'îlot de marbre et bu mon café. La ville s'éveillait sous mes pieds. 1 million de mécanismes en mouvement, tous obéissant au schéma que j'avais passé ma vie à décrypter. Ma famille croyait jouer aux échecs sociaux. Ils ne savaient pas que j'avais déjà acheté l'échiquier. Ils sont arrivés à midi pile. Mon père portait sa veste de golf, celle qu'il mettait pour afficher son autorité. Ma mère serrait son collier de perles comme une bouée de sauvetage. Isabelle faisait défiler son téléphone, sans doute pour vérifier si son message vague sur la toxicité devenait viral. Ils sont entrés dans le hall de la tour éthère. Je les observais depuis mon bureau grâce aux caméras de sécurité. Ils semblaient perdus. Ils scrutaient le panneau des entreprises, probablement à la recherche d'un petit atelier de réparation informatique ou d'un espace partagé quelconque. La sécurité les a interceptés. Nous venons voir Lise, a déclaré mon père avec ce ton autoritaire qu'il réservait au personnel. Elle travaille ici. Mademoiselle Lise vous attend. Veuillez prendre l'ascenseur express jusqu'au 45e étage. 45e ? A murmuré Isabelle en levant les yeux. Je croyais que c'était une petite entreprise. Avance, a sifflé ma mère. Finissons. Ils sont montés en silence. Quand les portes se sont ouvertes, ils ont découvert un étage qui sentait le thé blanc et l'argent. L'accueil était épuré, minimaliste, luxueux. Le logo gravé dans l'acier brossé annonçait « Éther Intelligence ». Mon assistant, Marc, s'est levé. « Monsieur et Madame Durand, suivez-moi je vous prie. » Il les a conduits le long d'un couloir bordé de parois vitrées. Ils ont croisé des ingénieurs devant leurs doubles écrans, des analystes débattant de modèles prédictifs, une salle de serveurs vibrant sous des millions d'euros d'équipement. Mon père s'est arrêté une seconde. Il connaissait les coûts de construction. Il connaissait le prix du mètre carré dans ce quartier. L'équation ne fonctionnait plus dans sa tête. Marc a ouvert les doubles portes de la salle du conseil. J'étais assise en bout d'une table taillée dans une seule pièce de noyer noir. Derrière moi, la vue s'étendait jusqu'à la Seine. Je ne portais pas les suites qu'ils associaient à mes échecs. Je portais un tailleur sur mesure, ajusté au millimètre. « Asseyez-vous, ai-je dit. » Ma mère a cligné des yeux. « Lise, c'est le bureau de qui ? » « Le mien. »« Le tien ?» a éclaté Isabelle d'un rire nerveux. « Tu t'es introduite ici ? Tu es réceptionniste ? » « Asseyez-vous, ai-je répété. » Ma voix n'était pas forte. Mais elle avait le poids de la propriété. Ils se sont assis. Mon père balayait la pièce du regard, de la vue panoramique aux assistants derrière les vitres, puis vers moi. Il commençait à transpirer. « Nous ne sommes pas venus pour jouer. Ton comportement ce week-end est inacceptable. Quitter la réception, ignorer nos appels. Nous exigeons des excuses. » Et la maison, a ajouté ma mère. « Tu as acheté le Pantouse voisin. Avec quel argent ? Tu as contracté un prêt à notre nom ? Parce que si c'est le cas. » J'ai fait glisser un dossier noir sur la table. Il s'est arrêté net devant mon père. « Ouvrez-le. » Il a hésité, puis a tourné la première page. Ce n'était pas des excuses. C'était un avis d'expulsion. « Qu'est-ce que c'est ? » a-t-il murmuré. « Un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. » Il a ricané. « Tu ne peux pas nous expulser. Je possède cette maison. Je l'ai construite. » « Vous l'avez construite, oui. Mais vous ne la possédez plus depuis 2 ans. » J'ai activé la console. La paroi vitrée s'est assombrie, un écran est apparu. Un contrat de rachat de dette.
Némésie Investissement, la société anonyme qui vous a sauvé de la faillite. Votre investisseur miracle. Je me suis arrêté une seconde. C'était moi. Le silence est tombé. J'ai racheté votre dette. Votre hypothèque. Les prêts de l'entreprise. Je vous ai laissé rester parce que je n'étais pas prête. Maintenant je le suis. Son visage a blêmi. Tu possèdes mon entreprise? Je possède tout. Ma mère a tenté de plaider, mais un autre document est apparu. Un ancien bordereau de retrait du fonds universitaire que Mamie Catherine alimentait depuis ma naissance. Grand-mère a financé mes études pendant 18 ans. Vous m'avez dit que la crise avait tout effacé. J'ai pointé la signature. 252 000 € retirés en mon nom pendant que j'étais à Londres. Info. Fraude bancaire. L'écran suivant montrait la destination des fonds. Les honoraires d'agence de mannequinat d'Isabelle. Ma carrière a-t-elle soufflé? Payée avec mon avenir. Mon père a tenté de parler des investissements familiales. Je n'ai pas scié. Mes avocats ont rédigé la plainte pénale, faux, escroquerie, détournement de fonds. Si je la dépose, vous allez en prison. Ils se sont effondrés. Voici l'accord. Vous me cédez la maison de Neuilly. En échange, Némésie annule vos dettes et la plainte disparaît. Vous repartez libre. Ils ont signé. 30 jours, ai-je précisé. Sans meubles. Sans œuvres d'art. Ils ont quitté la pièce comme des silhouettes qui se dissolvent. Ma tante Mélanie est entrée avec une bouteille de champagne. Cette maison aura besoin d'être purifiée, a-t-elle murmuré. Je n'y vivrai pas. Elle deviendra la Fondation Ether. Une académie de programmation pour jeunes filles défavorisées. La maison qui a tenté de me briser en propulsera des centaines d'autres. On me demande pourquoi j'ai dépensé des millions pour expulser mes propres parents. Ils ne comprennent pas l'économie du traumatisme. Je n'ai pas racheté leurs dettes pour les détruire. Je l'ai fait pour me libérer. J'ai ouvert le groupe familial et appuyé sur supprimer. J'ai bâti mon empire dans leur silence. Si vous construisez dans l'ombre, continuez. Ils vous verront quand ce sera vous qui illuminerez le ciel.